Salut Guy, Salut. comment ça va? Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Malgré la fraîcheur, on se maintient. Et toi? Ok, cool, ça va, tranquille, tranquille. Alors, aujourd'hui, tu es mon invité parce que j'ai estimé que ça fait un moment déjà qu'on essayait de faire cette émission-là, mais il n'y avait pas toujours le temps et tout Ok. ce qui va avec. Mais là, quand même, on a quand même essayé de s'accorder pour voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Busy country. Yeah, I can tell, yes, exactly. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui vont te découvrir? Ok, je vais me présenter en bref. Moi, c'est Guy Zendong. Voilà, je suis gabonais d'origine. Mais ça fait pratiquement 10 ans que je suis aux États-Unis. Je suis ministre de la parole de Dieu. Mais aussi, je me suis lancé dans le développement personnel, le coaching, voilà, public speaking, je sais pas comment on appelle ça en français, conférencier. Voilà, donc je suis dans l'État du Nebraska, précisément dans la ville de Omaha. Donc, c'est un peu en bref qui je suis. J'aime le football, n'est-ce pas, comme la majorité des Gabonais. Donc, c'est ça. Ok, excellent, excellent. Alors, déjà, la première chose que j'ai quand même envie de te demander, c'est que tu arrives aux États-Unis en quelle année? Et pourquoi quand tu viens aux États-Unis? Donc, j'arrive aux États-Unis en décembre 2015, après avoir gagné mon bac en 2014. Et donc, je suis venu aux États-Unis pour continuer mes études, n'est-ce pas? Ma grande sœur était déjà ici. Et donc, ça a facilité le fait que je puisse venir. Donc, je suis venu ici avec un visa qu'on appelle F1. F1, ça veut dire le visa d'étudiant. Donc, c'est avec ce visa que je suis venu en 2015. Ok. Alors, quand tu arrives comme ça, c'est-à-dire comment tes premiers moments aux États-Unis se passent? C'est-à-dire, comment tu t'adaptes en fait? Wow, ça c'est une bonne question. Déjà, on quitte du Gabon, voilà, on a une idée idyllique, n'est-ce pas, des États-Unis, cet endroit-là merveilleux. On a beaucoup suivi à la télé, le pays de l'oncle Sam. Et donc, j'arrive en décembre, ce qui est aussi quelque chose de très important parce que ça, c'est la période de la fraîcheur. Et je viens expérimenter quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Et je me rappelle à l'aéroport de New York, je suis arrivé et j'avais pas vraiment un pullover consistant, j'avais un pullover du pays, c'est-à-dire que juste pour la petite fraîcheur. Mais quand je sors de l'aéroport et le jour d'avant, il y avait une neige. Et donc, la majorité du temps, le jour d'après la neige, c'est là où il y a beaucoup de fraîcheur. Quand je sors de à l'aéroport comme ça, là, le vent me frappe, je rentre à nouveau dans l'aéroport. Regarde, tout le monde m'a regardé, que le gars, il a quoi? Mais ils ont senti, comme j'ai fait ça, ils ont senti que c'est la fraîcheur qui a frappé le petit. Et donc, cette fraîcheur m'avait vraiment, c'était mon bienvenu, quoi. Ouais, ton baptême de feu, en fait. Yeah. Ou bien baptême de fraîcheur. Yeah. Wow, yeah. Et donc, je retourne. Et donc, ça, c'était mon premier baptême de fraîcheur. Mais après, au fur et à mesure, je pense que même toute cette année-là, les 5 ou 6 premiers mois, même dans la maison, je portais un pullover, je portais toujours des chaussettes à fraîcheur là. Je n'arrivais pas à m'adapter et je viens ici dans un pays anglophone, n'est-ce pas? Au pays, l'anglais, c'était pas vraiment ça parce que j'étais plus quelqu'un qui aimait l'espagnol que l'anglais. Et donc, c'est en venant ici que je me rends compte que, voilà, les difficultés, les lacunes en anglais sont réelles. Et donc, j'ai dû réapprendre l'anglais. On dirait un petit enfant, mais sinon, je me suis adapté avec la communauté gabonaise que j'ai trouvée ici, qui m'aidait un peu à m'adapter, n'est-ce pas, au mouvement qui se passe ici. Donc, c'est un peu ça, mon baptême de fraîcheur et ma venue ici aux États-Unis. Ok, très bien, très bien. Mais alors, tu as parlé de la communauté gabonaise. Alors, d'après toi, comment se porte la communauté gabonaise ici aux États-Unis? Est-ce que les Gabonais sont solidaires? Est-ce que les Gabonais tournent ensemble? Ou est-ce que, d'après toi, quel est ton avis de la communauté des Gabonais ici? Bon, la communauté des Gabonaises, je pense que c'est un peu le système américain. Le système américain, c'est un système capitaliste, là où on pense à soi-même personnellement. Premièrement, tu te mets en avant les autres. Et je pense que c'est ce que la communauté gabonaise j'ai envie de dire, s'est embarquée à l'intérieur. C'est d'abord le solo. Ensuite, il y a aussi beaucoup de travail ici. Ça fait en sorte que la majorité des personnes, quand tu vois un Gabonais avec un autre, c'est que quelque part, ils ont tissé une certaine amitié. Mais sinon, en gros, la communauté, chacun est chez soi, chacun fait ce qu'il pense, chacun veut réussir seul. Et on se met en avant et la communauté, c'est pas vraiment ça. On a une communauté des Gabonais qui a été forte à un certain moment, mais la majorité du temps, il est ce qu'on appelle down. Down, ça veut dire que rien de concret ne se fait. On fait les choses quand il y a un décès, on se réunit. Les choses qui ne nécessitent pas vraiment d'avoir une communauté. Quand il y a un anniversaire, certaines personnes invitent certaines d'autres. Quand il y a un mariage, là encore, c'est encore à huis clos. Donc, s'il fallait parler de comment se porte la communauté,
ce n'est pas dans son meilleur terme. Ok. Mais d'après toi, qu'est-ce qui peut expliquer ces différentes raisons-là? Bon, il y a plusieurs choses peuvent, n'est-ce pas, expliquer cela. Comme je l'ai dit, premièrement, chacun veut réussir seul. Ouais. Ils sont venus dans un pays là où c'est capitaliste. On n'a pas gardé notre notion au pays. C'était même si j'ai un bout de pain, je peux partager avec Mba peut partager avec Nguema. Et en Afrique, on a cette unité-là. C'est d'abord toi et moi, même si on n'a rien, mais on veut être ensemble. Mais ici, on est venu dans un pays là où chacun veut réussir seul. Ouais. Et ça fait en sorte que quand quelqu'un veut réussir seul, il ne pense pas aux autres. Et donc, il veut accomplir ce qu'il veut accomplir au détriment de la communauté. Il y a plusieurs d'autres facteurs. Le travail, comme j'ai dit ici, j'ai envie de dire le travail, c'est une forme d'esclavagisme que les gens ne se rendent pas compte. C'est l'esclavage moderne. Tu vois un peu, les gens sont busy à travailler et on oublie que il y a la communauté qui est là. Et il y a une expression que tu utilises souvent et qui est restée avec moi depuis le jour que j'avais entendu ça, c'est tu n'as pas besoin de perdre pour que je gagne. Tu vois un peu. Mais ici, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire on veut faire perdre l'autre pour gagner. Et donc, je pense que c'est l'une des raisons principales qui fait en sorte que chacun est dans son coin, chacun fait ce qu'il fait et ils ne veulent pas s'organiser. Mais on espère que cela va changer un jour par la grâce de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Alors, maintenant, quand tu arrives aux États-Unis, c'est-à-dire, comment se passe ton parcours académique? C'est-à-dire, tu fais quoi comme études, comme filière, des trucs comme ça? Qu'est-ce que tu entames comme parcours? Donc, premièrement, quand tu viens aux États-Unis, surtout quand tu viens d'un côté francophone, il y a d'abord ce qu'on appelle l'étude de langue. Donc, tu dois aller à l'école pour apprendre l'anglais écrit, parlé, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ton niveau d'anglais parlé, écrit et compris est un niveau raisonnable là où tu peux intégrer l'université. Donc, j'ai fait les études de langue. Après, j'ai rejoint l'université. Quand j'ai rejoint l'université, j'ai fait ce qu'on appelle MIS, Management Information System. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est comme la gestion des données et comment on peut utiliser la technologie pour faire progresser un business. Donc, c'est dans ce que je me suis lancé à Métro. Après, une fois que j'ai fini ça, j'ai continué mon bachelor. Mon bachelor, je l'ai fait en business and management. Donc, c'était toujours dans le même cadre du business, comment développer une entreprise, comment développer des gens, voilà, pour qu'ils deviennent des personnes meilleures, mais comment utiliser la technologie parce qu'aujourd'hui, avec AI et l'artificielle intelligence, tout tourne autour de ça, au fait. Donc, comment utiliser ça pour faire en sorte que ton business va de l'avant, pour que ça progresse. Et ensuite, j'ai eu le bachelor dans ça. Maintenant, là, j'ai commencé mon master, toujours dans le leadership et le management parce que c'est ce qui me passionne, au fait. Mais autant dire que quand je suis venu ici, je ne savais pas ça. Je suis venu ici, je suis allé à l'école pour n'importe quoi. Mais au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il y a certaines réalités qui viennent et tu te rends compte que est-ce que c'est vraiment dans ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me parle un peu plus? Et moi, ce qui me parle plus, c'est le leadership, c'est le management, comment être en société avec des gens, comment manager des gens. En plus de mon appel pastoral. Ok. Donc, tu veux dire que concrètement, tu as découvert ta voie au fur et à mesure que tu avançais dans tes études, c'est ça? Yes. Je vais le dire comme ça. Yep. Ok, excellent. Alors, mais tu as mentionné quelque chose quand même, tu as parlé de leadership. Mais c'est-à-dire que, comme tu disais à la base, c'est-à-dire que tu es speaker et aussi tu es coach. Mais maintenant, la question que je m'en vais quand même te poser, c'est celle de savoir comment tu découvres le leadership, en fait? Bah, je découvre le leadership déjà dans mes classes à l'université. Donc, dans les classes de business, il y a une partie leadership. On te montre comment être un leader. Parce qu'en réalité, un leader, c'est quelqu'un qui peut mener un groupe du point A au point B. Et donc, en tant que businessman, tu dois prendre des classes de leader. Pour que ton business réussisse, en réalité, tu dois être un bon leader. Donc, c'est dans ce que j'ai compris l'importance du leadership. Et plus je prenais les classes et plus aussi mon côté spirituel, je me rends compte que le leadership est vraiment la clé pour réussir dans toutes choses. Si tu es un bon leader, tu vas faire en sorte que les personnes qui te suivent, ce que moi j'appelle d'autres leaders, parce que la majorité des leaders pensent que il y a un leader qui est là et il a ce qu'on appelle communément les followers, c'est-à-dire les personnes qui le suivent. Et donc, ils donnent des ordres à ceux qui sont là pour obéir. Mais ma vision du leadership, que j'ai appris aussi avec John Maxwell,
c'est un leader crée d'autres leaders. Pourquoi? Parce que quand tu crées d'autres leaders, ça va faire en sorte que c'est la communauté qui bénéficie parce que ce sont des personnes qui veulent voir le bien des autres. Ouais. Mais si c'est un leader qui veut dominer sur les autres, ça va faire en sorte que les autres te voient comme le patron, on te voit comme le chef, Ouais. et nous, on ne veut pas grandir. Tu vois un peu? Donc, c'est dans ce que j'ai commencé à regarder le leadership et c'est quelque chose qui me passionne. Ce qui a fait en sorte que mon master soit plus focalisé sur le leadership que le business en général. Donc, c'est comme ça que je découvre le leadership et je décide de me lancer, n'est-ce pas, dans tout ce qui concerne leadership. Ok, d'accord. Alors, tu as mentionné un nom important, tu as parlé de Maxwell. C'est-à-dire, alors, est-ce que tu es en contact avec Maxwell ou bien est-ce que tu te fais suivre par lui? Quel est ton rapport avec lui? Donc, John Maxwell, qui est numéro 1 dans le leadership au niveau des États-Unis et dans le monde, selon moi, je tombe sur l'une de ses vidéos. Actually, c'est une sœur qui m'envoie le programme de John Maxwell parce qu'elle sait que je fais dans le leadership, elle voit ce que je fais sur les réseaux sociaux et elle m'a dit, essaie un peu de regarder John Maxwell, c'est quelqu'un qui va t'intéresser, c'est quelque chose qui peut t'aider dans ce que tu es en train de faire. C'est comme ça que je regarde son programme qu'on appelle le Certified John Maxwell Leadership, ce qui veut dire prendre un certificat dans l'équipe de Maxwell. J'essaie de mettre ça en français. Un certificat dans l'équipe de Maxwell. Donc, je ne suis pas en contact avec lui directement, mais je suis en contact avec son équipe. Mais sauf qu'en mars, on a une grande réunion, conférence, là où j'aurai la possibilité de voyager et de le rencontrer. Donc, Maxwell vraiment a impacté ma manière de voir le leadership. J'ai pris le certificat avec lui et les ressources qu'il me donne et les conférences que j'assiste en ligne tout le temps, c'est vraiment ce qui me permet de rester debout dans le leadership et qui me permet de, j'ai envie de dire en quelque sorte, façonner ma vision du leadership. Parce que la vision que j'avais avec les classes qu'on prend à l'école, c'était vraiment insuffisant. Et les classes, on te montre plus le leadership d'entreprise, comment devenir un bon chef, comment devenir un manager. Mais avec Maxwell, on te montre comment devenir un leadership mondial. Comment être un leader qui transforme d'autres leaders, pas seulement un manager. Parce que je disais à quelqu'un, il y a une différence entre un leader et un manager. Le manager, il est focalisé sur le task, quelque chose qu'on doit accomplir. Une tâche, ok, il y a en français. Il est focalisé sur une tâche, on doit accomplir cette tâche. Je vous donne les ressources pour accomplir cette tâche-là. Mais le leader est différent. Il veut développer les personnes qui sont avec lui afin que demain, eux aussi, soient d'autres leaders. Donc, il n'est pas seulement focalisé sur la tâche. La tâche, c'est vrai, oui, mais aussi, il est focalisé sur le développement de ces personnes qui le suivent. Ok, très bien. Mais alors, en vérité, on peut pas parler de leadership sans parler également de développement personnel. C'est-à-dire que, alors, comment est-ce que toi, déjà pour toi, et peut-être que je dois quand même essayer d'expliquer ça, c'est quoi pour toi le développement personnel et surtout, comment est-ce que tu découvres le développement personnel? Le développement personnel, c'est quelque chose de très important et je pense que tout le monde se développe d'une manière ou d'une autre, mais il y a d'autres personnes qui se développent intentionnellement. Qu'est-ce que je veux dire? Personne ne peut être la même personne cette année et l'année prochaine. Parce que dans ta famille, dans ton quartier, dans ton travail, il y a des expériences que tu vas vivre. Et forcément, toute expérience te fait apprendre quelque chose. Je prends un exemple. Tu as décidé d'aller boire, tu as pris ton véhicule et tu as fait un accident. Il y a quelque chose que tu as appris au travers de cet accident qui fait en sorte que tu t'es développé dans ce domaine précis. Tu as compris que, en réalité, boire en état d'ivresse, ce n'est pas une bonne chose. Et donc, tu as appris, conduire en état d'ivresse, ce n'est pas une bonne chose. Donc, tu as appris quelque chose. Mais sauf que tu n'as pas appris ça intentionnellement. Tu as appris ça par un accident. Et donc, le développement personnel qui se fait intentionnellement, c'est quelqu'un qui décide, comme moi par exemple, d'acheter certains livres qui vont développer ma manière de m'exprimer en public. Je vais acheter les livres sur la communication. Je vais acheter les livres sur mon côté spirituel parce que j'ai envie de grandir spirituellement. Je vais acheter des livres sur les finances parce que j'ai envie d'être un meilleur gestionnaire financièrement. Et donc, le développement personnel se fait de manière directe ou indirecte. Mais j'appelle tous les gens à faire un développement personnel intentionnellement. Pourquoi? Parce que ça fait en sorte que tu sois une meilleure personne. Tu peux servir les gens d'une meilleure manière parce que plus tu connais quelque chose, mieux tu as la capacité de l'enseigner à d'autres personnes. Donc, le développement personnel, en un mot, c'est la capacité de se développer, de devenir une meilleure personne en maturité, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de ton éducation, que ce soit au niveau spirituel. Dans toute chose, tu dois toujours te développer. Sauf que si tu ne le fais pas intentionnellement,
tu vas le faire de manière juste brusque, cela arrive. Et la majorité des personnes qui se développent de manière brusque, ils n'apprennent rien. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est juste arrivé. Mais quelqu'un qui se développe de manière intentionnelle, il sait apprendre, il sait écrire, que si j'ai envie d'arriver à le développement personnel financier, voici tel livre que je dois lire, voici tel podcast que je dois assister. Si j'ai envie de développer ma manière de parler en public, OK, qui sont les meilleurs speakers dans le monde? Est-ce que je peux les atteindre par YouTube? Est-ce que je peux lire leurs livres? C'est ça la manière de se développer intentionnellement et je pense que c'est ce qui est vraiment très efficace. Excellent. Alors, mais dans ça, c'est-à-dire que quand tu découvres le développement personnel comme ça, comme tu disais à ton introduction, c'est que en même temps, tu es aussi communicateur, c'est-à-dire tu es aussi speaker. C'est-à-dire, alors, le speaking, ça sort d'où en fait? C'est-à-dire que tu passes de étudiant, tu découvres le développement personnel, tu découvres le leadership et le speaking. Ça sort d'où en fait? Donc, ça, c'est une très bonne question parce que déjà, j'aimerais même dire que j'ai commencé par le speaking, sauf que mon speaking, c'était toujours à l'église. Comme tu sais, je suis homme de Dieu. Donc, c'était un speaking, parce qu'on appelle ça public speaking, le fait de parler en public. Mais c'était un public speaking qui était limité dans l'église. C'est-à-dire, tu enseignes là-bas. C'est comme ça qu'un jour, Dieu me dit, il me donne un verset dans Matthieu 5, à partir du verset 13 à 14, qui dit, nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. Donc, nous ne sommes pas la lumière de l'église. Nous sommes la lumière du monde. Et donc, si on veut servir le monde, on doit le faire hors de l'église. Nous sommes le sel de la terre. Nous ne sommes pas le sel de l'église. Et donc, si on est le sel de la terre, on doit servir la terre hors de l'église. C'est comme ça qu'il commence à me parler que j'aimerais que tu utilises ton don dehors. Et je ne comprenais pas bien ce que cela voulait dire, mais je comprenais que je faisais déjà le public speaking. C'est comme ça que je tombe sur des vidéos, je vois des gens qui font des public speaking. Et je dis, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et je me lance dans le public speaking. Sauf que le public speaking, c'est sur la motivation. Et la motivation, elle est temporaire. C'est-à-dire, je peux venir ici, on m'appelle à une conférence, je viens motiver aux gens. Il faut croire en vos rêves. Il ne faut pas avoir peur. Il faut essayer des choses. Mais en faisant ça, c'est limité parce que la majorité des personnes, quand ils prennent ça, quand ils vont à la maison, une fois que la motivation n'est plus là, ils abandonnent. C'est là où je dis, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que cette flamme reste, mais elle continue de grandir. C'est là où je me rends compte que je dois me lancer dans le coaching et le développement personnel. Parce que c'est ce qui fait en sorte que quand quelqu'un a reçu la flamme, il garde la flamme, il keeps going, il continue à aller de l'avant. Et donc, c'est là où je me suis dit, puisque j'ai envie d'avoir un plus grand impact, et je ne veux pas seulement donner les gens la motivation, ils se sentent bien et tout, et puis n'accomplir rien. C'est là où je me lance, n'est-ce pas, dans le coaching et dans le développement personnel, afin que quand je finis de te parler comme ça, qu'il faut croire en tes rêves, mais en même temps aussi, je t'aide comment aller, n'est-ce pas, vers ce que je t'ai donné. Parce que le plus important, ce n'est pas me dire, tu peux réussir, tu vas réussir, fais. Mais montre-moi comment faire ça. Ne me donne pas seulement le poisson, mais apprends-moi que pour avoir du poisson, tu peux aller à la pêche, on fait ceci, tu lances la canne et tu attrapes et il faut écailler. Donc, c'est là où je me suis dit, j'ai envie d'avoir un plus grand impact et en réalité, j'ai envie de voir des gens réussir. Et si je veux voir des gens réussir, le public speaking is not enough, motivational speaking is not enough parce que ça, ce n'est pas assez, is not enough, ce n'est pas assez. Il faut pouvoir accompagner des gens along the way parce que c'est ce qui fait en sorte que la personne reste focalisée. C'est pourquoi souvent j'écoutais vous les entrepreneurs parler des coachings et je me disais que est-ce que le coaching est vraiment important? Mais c'est maintenant que je me rends compte que c'est vraiment important. Prendre les classes et le coaching parce que vous qui avez déjà fait cette chose, vous savez exactement sur quoi on va tomber. Tu vois un peu? Et ça fait en sorte que le jour qu'on tombe sur ça et quand je viens par exemple voir Warren, il me dit ok, tu es tombé sur ça. C'est pas grave. Voici comment tu peux remédier à ceci. Et donc, c'est dans ce que je me suis lancé pour aider le maximum de personnes, pour ne pas seulement les donner la motivation, mais aussi faire en sorte que réellement ils se développent et qu'ils puissent avoir vraiment une vie efficace et d'impact. C'est bien que tu parles de ça parce que, en vérité, souvent, j'apprécie cette démarche-là, c'est-à-dire que ne pas laisser les gens dans leur faim simplement sur le fait que on leur donne de la motivation, alors qu'on sait que la motivation, elle est temporaire. Un peu. C'est-à-dire que on va partir du principe que, voilà, tu me motives à me lever chaque matin. Okay. C'est bien. Je peux écouter une vidéo sur YouTube
qui aime parler de motivation dans la matinée. Ça va juste m'aider à ce que je me lève le matin. Mais la véritable action, c'est vraiment de l'accompagnement, en fait. Et c'est vraiment bien que tu aies compris ça à temps. Maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est que, est-ce que tu offres des accompagnements dans ce sens-là pour les gens qui sont intéressés? Yes, j'ai monté un programme et ce programme, il est encore nouveau. Mais comme je disais plus tôt, c'est que j'ai pris des classes avec Maxwell. Et l'une des choses que le certificat avec Maxwell m'a vraiment donné, c'est parce qu'ils m'ont équipé comment commencer et comment finir. Donc, j'ai tout le matériel de la manière de John Maxwell. Et maintenant, ils m'apprennent comment enseigner ces classes. Donc, j'ai tout le matériel avec moi. Et donc, je suis en train de mettre ça en place. Mais sauf que dans certaines organisations à but non lucratif, telles que EAFS, j'enseigne des enfants là-bas comment croire en tes rêves et comment être développé. Donc aujourd'hui, oui, j'ai un programme que je suis en train de mettre en place, mais ce n'est pas encore, on appelle ça, ce n'est pas encore électronique. Parce que en réalité, c'est vers ce que j'ai envie de me lancer, que je n'ai pas toujours besoin d'être là en train d'enseigner, que l'artificielle intelligence peut faire ça. Mais aujourd'hui, oui, j'ai la capacité d'accompagner les gens parce que c'est ça mon but. C'est là où je vois vraiment le besoin. Et l'une des choses que je voulais parler en ce qui concerne vraiment le leadership, surtout en Afrique, c'est que le leadership en Afrique est un leadership de position. Avec Maxwell, il nous a appris les 5 différents types de leadership. Il y a ce qu'on appelle le leadership de position. Le leadership de position, c'est quand quelqu'un reçoit l'autorité à cause de la position qu'il occupe. Je prends un exemple. Il est manager dans une entreprise. Donc, automatiquement, il y a des gens qui doivent le suivre. C'est-à-dire, même s'il n'a pas pris des classes de leadership, il ne connaît rien en ce qui concerne la gestion du peuple. Il ne connaît rien en ce qui concerne la gestion financière. Mais parce que peut-être il a eu un diplôme, à cause de sa position, naturellement, les gens doivent obéir. Et c'est ce que je vois beaucoup en Afrique. On a ce qu'on appelle les leaders politiques. Ce sont des personnes qui sont là parce que la position l'a mis. Ou encore, il a décidé de créer un parti politique avec un but personnel. Et donc, parce qu'il est leader politique, les gens le suivent. Et ce genre de leaders sont focalisés sur eux-mêmes à cause de la position. On a un deuxième leadership, le leadership par permission. Le leadership par permission, c'est un peu plus centré sur la relation que tu as avec les gens. Les gens te connaissent, on est amis, on est frères, on est de la même tribu. Parce qu'on est de la même tribu, je commence à te suivre en tant que leader politique. Je ne connais même pas en réalité de ta vie, mais parce que j'ai appris que tu es d'OIM, tu es de Bitamou, je commence à te suivre. Et les gens, et ce genre de leadership aussi est dangereux parce que tu ne connais pas réellement le leader, mais à cause, n'est-ce pas, de votre relation, tu décides de le suivre. Il y a un autre leadership qu'on appelle le leadership de production, ce qui est vraiment l'un des leaderships qui sont importants, mais aussi limités. Le leadership de production, c'est un leadership qui est basé sur les résultats. C'est le genre de leader, il veut accomplir des choses. Au Gabon, ils appellent ça bâtisseur. Je suis pas dans la politique, mais on peut prendre ça un terme. Un terme, c'est bâtisseur ou encore constructeur. C'est le genre de personne, le genre de leader qui est focalisé sur les résultats. On doit accomplir tel, peu importe la manière. Et ce genre de leadership est bien parce que ça apporte les résultats, mais c'est limité parce que ça ne se focalise pas sur les gens. C'est seulement, on doit accomplir cette tâche, peu importe, même si on doit tricher, et ça n'a pas le caractère à l'intérieur. C'est seulement, on doit accomplir ça. Qu'est-ce qu'il faut? On doit accomplir ça, on doit accomplir ça, no matter what. Et donc, c'est bon, mais c'est limité. Le leadership que je pense qui est le meilleur, c'est ce qu'on appelle le pinnacle. Pinnacle, en français, c'est le sommet. C'est le genre de leader qui non seulement accomplit la tâche, mais développe aussi les gens qui sont avec lui. C'est le genre de personne, on peut prendre un exemple courant comme Martin Luther King. Ce sont des personnes non seulement qui s'est donné à lui-même, mais il voulait aussi voir les gens grandir. Le plus grand leader qui n'a jamais existé, selon moi, Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est venu pour servir et non pour être servi. Le leadership que je vois au Gabon et en Afrique, ce sont des leaders qui se servent de la population pour leur bien-être. Mais un vrai leader, c'est quelqu'un qui sert la population pour leur bien-être. Et donc, c'est ça le dernier niveau que je pense vraiment que si on a ça en Afrique, on va beaucoup grandir. Je vais prendre un exemple ici, là. Tu vas voir quelqu'un comme Warren Buffett. Il va donner parfois des classes gratuitement parce qu'il a appris quelque chose et il veut que vous puissiez arriver au sommet plus rapidement. Il va vous montrer comment je suis devenu riche, les étapes qu'il faut éviter. Il va faire des conférences à prix réduit.
pour que quand toi tu viens dans ce cercle-là, il y a déjà des connexions avec des personnes que tu pourrais rencontrer là-bas. Et les secrets qu'il va te donner, tu peux grandir financièrement. Mais en Afrique, qu'est-ce qu'on voit? Quand quelqu'un est leader, il cherche à commander les autres. Il ne veut même pas que vous montez. C'est ça. Et c'est vraiment ce qui est dommage parce que on ne comprend pas réellement la notion du leadership. On voit la notion du leadership comme étant un commandeur et ses subalternes. Mais en réalité, la notion du leadership doit être un commandant et les gens qui vont avec lui. Parce que la différence entre un commandeur et un commandant, un commandeur, c'est celui qui donne des ordres aux gens, obéissez, obéissez, obéissez. Mais un commandant, c'est quelqu'un qui montre l'exemple et les gens le suivent. Donc, le leadership vraiment qu'on a besoin en Afrique, c'est le leadership qu'on appelle Pinnacle, qui veut dire sommet. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui met les résultats. Oui, c'est vrai, on veut avoir les résultats. Mais c'est aussi quelqu'un qui prend du temps pour développer les autres afin que eux aussi deviennent des leaders. Et je disais ça à quelqu'un, je disais, en réalité, plus j'apprends sur le leadership, plus je lis les livres sur le leadership et j'assiste au podcast sur le leadership, je me rends compte que le monde a un problème de leadership. Bien sûr. Parce que le leadership, en tant que, on va prendre un exemple plus terre à terre, dans une famille, en tant que père, tu es le leader de la famille. Et si en tant que leader de la famille, tu ne veux pas que ton fils, par exemple, puisse boire de l'alcool, toi-même, premièrement, tu ne dois pas boire de l'alcool parce que tu dois montrer l'exemple. Si, par exemple, tu ne veux pas que ta femme te trompe, toi-même, premièrement, tu dois être celui qui ne trompe pas. Et donc, si tu es grand frère et tu as des petits frères, tu es un leader. C'est ce que je disais, tout le monde est leader, mais tu es leader dans un domaine précis. Un grand frère est leader parce qu'il a des petits frères. Et si tu veux que tes petits frères puissent avoir un certain comportement, toi-même, premièrement, tu dois être celui qui exemplifie ce leadership. Et donc, si on arrive à avoir des leaders qui sont là pour servir les autres et non pour se servir, le monde sera un monde meilleur. Parce que on ne va pas vouloir servir les autres, mais on est là. Non, on ne va pas vouloir asservir les autres, mais on est là pour servir. Quand tu regardes quelqu'un comme Nelson Mandela, il a donné sa vie que même si je vais en prison, mais je sais que dans des jours à venir, il y aura une certaine liberté. Quand tu vois Martin Luther King Jr., il savait qu'on peut me tuer à tout moment, mais ma cause est plus grande que ma vie et donc je vais tout faire pour servir cette population pour qu'un jour, tôt ou tard, l'esclavage, c'est vrai que ça ne va pas, ce n'est pas encore fini, mais quand même ça a pris une forme différente parce qu'il a servi, n'est-ce pas, cette population. Et donc je pense qu'on a vraiment besoin des vrais leaders. Et c'est parce que ce besoin est criard que j'ai décidé de me lancer dans ça, d'apprendre parce que je sais que ma nation a vraiment besoin de ça et je vais me mettre au service de ma nation et par la grâce de Dieu, on va arriver. Très bien, excellent. Mais tu as dit quelque chose d'important, c'est-à-dire que, en vérité, être un bon leader, en fait, le leader, faut voir même le leadership, en fait, comme un investissement, en fait. C'est-à-dire, le fait que toi, tu as découvert le leadership, et que tu décides d'apporter ça aux autres, tu investis sur les autres. Est-ce que tu vois un peu? De telle sorte que tu n'es plus seulement le seul qui va au sommet, mais tu tires les autres avec toi pour qu'on arrive au sommet ensemble. Ce qui veut dire que ça veut dire qu'un jour, chemin faisant, s'il arrive par exemple que toi tu redescends du sommet, parce que tu auras amené des autres avec toi qui sont restés au sommet, ils pourront en fait te renvoyer l'ascenseur. Ça, c'est un très bon point que je n'avais même pas vu et tu as tellement raison. Et c'est ce que je parlais sur ce que tu as dit, que je n'ai pas besoin que les autres perdent pour qu'on gagne. On peut tous gagner. Et si on gagne nous tous, le jour que je suis en faiblesse, puisque j'ai déjà élevé d'autres, ils peuvent m'élever. Et je vais même prendre ça dans le cas, même dans le cas religieux un peu. Tu vas voir certains pasteurs, par exemple, et même dans d'autres religions, un bon pasteur, un bon leader, c'est quelqu'un qui développe la personne, qui veut aussi voir les autres s'enrichir. Ce n'est pas quelqu'un qui veut s'enrichir lui-même et que on l'honore. Mais c'est quelqu'un, quand il amène le message, quand il est avec les autres, mon bien-être, c'est de voir que Jean en train de grandir financièrement, sa vie est stable, il a des enfants, il peut faire des grandes choses. Warren, tout. C'est ça le vrai leader. Et donc, le leadership, en réalité, comme tu as dit là,
C'est dans tous les domaines. Si on avait vraiment des gens, n'est-ce pas, qui sont là pour tirer les autres, allons-y en haut, allons-y en haut, allons-y en haut, ça va faire en sorte que la jalousie soit même limitée. La jalousie va être retirée. Maintenant, voilà, je voulais savoir, c'est-à-dire, maintenant qu'on est dans le vif du sujet du leadership, je voulais quand même te poser la question de savoir quelles sont tes plus grandes influences dans le leadership aujourd'hui? Ça, c'est une très bonne question. Bon, j'ai des influences un peu plus centrées sur ma foi. Et ce sont des personnes qui ont vraiment impacté la vie, mais aussi hors de la foi. Les leaders que moi je regarde, ce sont des personnes qui ont servi les autres. Mon plus grand leader, c'est Jésus-Christ. Maintenant, en ce qui concerne des gens modernes, Maxwell représente quelqu'un qui influence vraiment ma manière de voir. Miles Monroe, qui est décédé, c'est là-bas où j'ai appris premièrement le leadership, bien qu'avec lui, je n'appelais pas ça réellement leadership, j'appelais ça influenceur. Ouais. Voilà. Parce qu'à la base, tu savais même pas de quoi il s'agissait. Je savais pas de quoi il s'agissait. C'était un peu plus pur sur le niveau spirituel et comment impacter les autres, comment faire en sorte que les autres puissent grandir. J'ai beaucoup d'autres leaders, mais je peux me limiter sur ceux-là. Et l'une des choses que je vois avec ces leaders que j'ai mentionnés, c'est qu'ils sont là pour les autres. Ouais, bien sûr. Et parce qu'ils sont là pour les autres, ça fait en sorte que parce que tu penses à quelqu'un, la personne va penser à toi. Si tu as aidé quelqu'un, tu vas remarquer que quand quelqu'un t'a aidé, quelqu'un a fait quelque chose du bien dans ta vie, il ne t'a rien demandé, tu sens comme si tu es redevable à la personne. Bien sûr. Je me rappelle ce jour-là où j'avais fait un anniversaire pour toi et tout le reste là. Tu vois qu'automatiquement, tu as demandé mon anniversaire. Automatiquement, tu as envie de rendre l'appareil. Et donc souvent, comme tu as dit là, ces personnes influentes, ils ne nous ont rien demandé. Et tu vas voir que nous, on pense à eux. Ça fait en sorte que souvent même, certaines personnes, ils disent, ah, le jour que je vais rencontrer tel, je vais quand même lui donner le petit truc que j'ai. Et c'est ce qui fait la différence entre celui qui est là pour commander les gens et celui qui est là juste, il veut juste servir les gens. Et vous dites ça beaucoup, les entrepreneurs, vous dites que là où il y a le besoin, il faut juste servir les gens et le reste va suivre. Et c'est ce que je me rends compte qu'en réalité, c'est ça le vrai leader. Tu sers juste les gens. On ne sert pas à servir les gens. Parce que quand tu cherches à servir les gens, même si les gens ne te disent pas, quelque part dans leur cœur, ils te critiquent. Mais quand ils voient en toi un leader qui est humble, l'humilité aussi, c'est quelque chose que je regarde beaucoup. Je peux savoir quand un leader, n'est-ce pas, il marche dans l'humilité, ou encore quand il est orgueilleux, il veut que les gens le suivent. Et donc, quand je vois ça dans un leader, ce sont les qualités qui me parlent, ce sont les qualités qui m'influencent parce que je considère que c'est ça les plus grandes vertus du leader. Parce que le leader, en réalité, c'est aussi le caractère. Tu peux être influent, mais si tu n'as pas un caractère qui fait en sorte qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire, certaines valeurs que tu respectes, que je suis un leader, c'est vrai, j'ai de l'influence, mais il y a certaines choses que je me dis en moi que je ne peux pas faire. Je ne peux pas aller jusqu'à sacrifier, par exemple, mon enfant pour avoir certaines positions, à faire en sorte que les gens se retrouvent dans certaines situations parce que je veux le pouvoir. Et c'est bien dommage que beaucoup, surtout en politique, ils sont prêts à sacrifier les gens parce qu'ils veulent garder, n'est-ce pas, cette position des leaders. Et je disais à quelqu'un, moi, je préfère en politique, je préfère des leaders qu'on appelle des hommes d'État politique au lieu des hommes politiques. Parce que l'homme politique, c'est quelqu'un qui pense à la prochaine élection. C'est-à-dire, comment je peux faire pour être toujours président l'année prochaine, comment je peux faire pour garder ma position? Or qu'un homme d'État politique, c'est quelqu'un qui pense à la population. Qu'est-ce que je peux faire pour que les populations de Batavia soient à l'aise? Est-ce que je dois créer un nouveau pont? Est-ce que je dois créer des infrastructures? Et donc, c'est ça le vrai leader. Le vrai leader, c'est un homme d'État politique. C'est quelqu'un qui ne pense pas aux élections, mais c'est quelqu'un qui veut développer, n'est-ce pas, son pays, qui veut voir les gens sourire. Qu'est-ce que je peux faire pour emmener le sourire dans la vie des habitants d'Akebe? Ce que je peux faire, je peux les créer un espace de jeu, là où ils vont aller s'amuser, l'espace de loisirs. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux renforcer le système d'électricité et d'eau. Je peux construire les écoles, les universités. C'est ça le leadership qu'on a besoin. Mais le leadership qu'on a beaucoup, malheureusement, dans nos pays, ce sont des hommes politiques qui remplissent leur ventre. C'est tout. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, au détriment de la population. Et la population souffre.
Et c'est ce qu'on voit qui se passe communément aujourd'hui. C'est ce que vous appelez les coups d'État. Ouais. C'est une population qui a servi. Tu sais, même si je ne suis pas fort, hein, plus tu m'appuies, il y a un jour quand même, je vais me décider Bien sûr. tu sais quoi, je vais faire ma dernière botte. Bien sûr, ne parle pas tant de David et Goliath, c'est-à-dire que le peuple était toujours dans la peur, dans la dans la sujetti. tourmente, Yeah. tu vois un peu, jusqu'à ce que un homme chétif a dit que c'est bon, c'est-à-dire que Enough is enough. tu vois un peu, c'est-à-dire que Mhm. comme a dit quelqu'un, David a battu Goliath avec ses petits moyens. Mhm. Il aurait pu se dire que non, moi quand je me regarde là, Uh-huh. par rapport au gars là, non, Il va me il tuer. va me faire ça dur, mais Yeah, ça, c'est comment- une très bonne voilà, anecdote, c'est un c'est-à-dire très bon que, exemple. Voilà, Wow. quoi, qui ne t'entraîne à rien. Mhm. Alors, mais quand même, c'est-à-dire, tu vois, on parlait des influenceurs dans le niveau du leadership, tu vois. Par contre, moi, en vérité, quand je suis arrivé, Mhm. la première personne que j'ai écoutée, d'abord, c'était Myron, tu vois un peu. Mhm. J'ai d'abord écouté Myron. Mhm. C'est-à-dire que, et c'est là où je réalise, en fait, que quand tu es un bon leader, Mhm. et que tu as compris véritablement l'essence première du leadership. Et c'est bien que tu aies bien détaillé ces notions-là, parce que c'est des notions qui sont mal comprises, et puis ça devient un fourre-tout, tu vois un peu. Mhm. Et par exemple, là, que je vous dis que je vais mettre le lien de Guy dans la barre de description, vous allez aller le suivre, parce que c'est quelqu'un qui est très inspirant, et il va vous donner beaucoup de valeur ajoutée dans ce que vous allez faire. Le truc, c'est que c'est-à-dire, c'est bien de distinguer ça, parce que, regarde un peu, Myron, il est mort depuis des années, Mhm. mais c'est-à-dire que quand tu suis ses enseignements, tu as comme l'impression qu'il est toujours là, en fait. Yes. Tu vois un peu. Mhm. C'est la même chose avec John Ron, Mhm. c'est la même chose avec certains des leaders là, c'est-à-dire Les Napoléons et tous. oui, tu vois un peu. C'est-à-dire Mhm. que, et c'est ça véritablement la force d'un vrai leader, tu vois un peu. Mhm. La capacité en fait, la capacité d'influencer des générations futures. C'est-à-dire, voilà pourquoi Napoléon, il disait, en fait, il avait un message Mhm. pour des personnes qui ne sont même pas encore nées. Wow. Tu te rends compte de ça? Wow. C'est puissant, hein? C'est très puissant. Wow. C'est-à-dire que il disait que il avait un message, il était asservi d'une mission Mhm. et d'un message pour des personnes, des générations qui ne sont même pas encore nées. Wow. Et c'est vrai parce que depuis qu'il est mort, depuis qu'il est parti, nous, c'est vrai. En Continue. fait, il parle vraiment de nous là, en fait. C'est-à-dire, Ça, c'est nous, vrai. on était même pas encore un projet. voilà, tu vois un peu. Mhm. Et je pense véritablement que il faudrait que ce genre de leadership-là, on amène ça dans nos pays africains, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on est trop axé, comme tu le disais, sur le leadership du moi, parce que tu vois un peu. Et je pense véritablement que on fait fausse route dans le leadership, en fait. Et je pense véritablement qu'aujourd'hui, il faut peut-être questionner le leadership un peu comme la philosophie, tu vois un peu. Tu vois qu'en philosophie, il y a plusieurs courants de pensée, tu vois un peu. Et on doit remettre véritablement la vraie notion du leadership à sa pure essence, qui est de réussir avec les autres, tu vois un peu. Yep. Mais pas de réussir en piétinant les autres. C'est comme genre, c'est-à-dire que je veux atteindre un certain haut élevé, mais je monte sur ta tête pour m'appuyer. Tu vois, ça n'a pas de sens, man. Yeah. Alors qu'en vérité, si je veux monter, je peux m'appuyer sur ton épaule, je monte. Mais quand je monte, après moi, je te tire la main, tu vois un peu. On monte ensemble. Tu vois un peu. C'est-à-dire que moi, je pense véritablement que on doit en arriver là, en fait, véritablement, à porter ce vrai leadership-là, qui est biaisé souvent dans nos pays africains. Et je pense aussi que nous, on est, je vais dire ça comment, on est quand même un temps soit peu, on a ce devoir-là, tu vois un peu, on a ce devoir parce que on est venu dans un pays là où le leadership, même la notion de leadership est née, tu vois un peu. Et rien que par le fait de se frotter à cette essence-là dans le pays dans lequel cette notion-là est, on doit tout faire pour amener ça au pays. Moi, c'est vraiment ce que moi je pense. Parce que comme tu disais, aujourd'hui, quand on voit le leadership en Afrique, c'est c'est lui le chef, c'est lui le boss, c'est lui le boss. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que quand le boss part, tout s'effrite. Tu vois un peu. Regarde un peu. Et c'est ça que je trouve vraiment extraordinaire avec le travail que les Américains ont fait, c'est que ils ont la notion la notion du mentor et du mentoré.
Tu vois un peu. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que, imagine-toi aujourd'hui, par exemple, on peut retracer les différents mentors et les mentorés. Par exemple, je prends un exemple simple. Aujourd'hui, tout le monde parle on appelle ça comment? De Tony Robbins. Mais alors que ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que le mentor de Tony Robbins, c'est John Rohn. Okay. Tu vois un peu. On parle aujourd'hui, par exemple, de Napoleon Hill, mais son mentor, c'était qui? C'était Andrew Carnegie. Tu vois un peu. C'est-à-dire que faudrait que nous aussi, dans nos pays africains, tu vois un peu, il faut qu'on apprenne un temps soit peu aussi à célébrer les penseurs. Tu vois un peu. Ceux qui ont apporté des choses. Parce que, malheureusement, chez nous, en Afrique, souvent, on pense que quand quelqu'un est parti, c'est la fin. Non, 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 non. La mort, c'est la continuité. C'est juste quelqu'un a transitionné dans un autre espace. Mais il faudrait que les travaux qu'il a fait, les recherches qu'il a accomplies, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait comme pensée, on doit toujours s'en servir pour davantage impacter les générations futures. Et c'est bien que tu aies bien détaillé ça comme ça, vraiment, c'est très intéressant. Alors, mais Guillaume est en train de sortir progressivement de notre émission. Alors, le truc, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui tu as le souci de te dire que, c'est vrai, tu n'es pas encore au pays actuellement, mais est-ce que tu vas commencer quelque chose, peut-être en ligne pour les gens, peut-être qui vont écouter cette vidéo et qui sont intéressés et qui veulent te contacter? Est-ce que tu es prêt à leur accompagner? C'est une très bonne question. Juste pour rebondir sur ce que tu as parlé sur Napoléon Hill, qui a dit que ce qu'il faisait, c'était pour des générations à venir. Et c'est très important parce que si tu fais quelque chose pour quelqu'un qui n'est pas là, ça veut dire que la manière que tu fais est très élevée. Bien sûr. Et donc, tu n'es pas appuyé sur ceux qui sont là et tu ne peux pas les assujettir. Tu ne peux pas te servir des gens qui sont là parce qu'en réalité, ton focus, c'est sur ceux qui ne sont même pas encore là. Et si tu as ça à l'esprit, je pense que c'est ça le vrai leadership. Les leaders qu'on a en Afrique, c'est que j'ai envie de dominer ceux qui sont là. Mais si tu peux voir au-delà de ceux qui ne sont même pas là, c'est le genre de choses qui restent éternellement. Et comme tu disais aussi, on doit apprendre à se rappeler de ces personnes-là qui ont laissé des choses qu'on peut utiliser aujourd'hui pour nous permettre d'aller de l'avant. Mais aussi, en même temps, ce qui fait en sorte qu'on se rappelle de quelqu'un, en réalité, c'est ce qu'il a accompli pour les autres. Tu vois un peu, ce sont les œuvres qui font en réalité que ta vie reste éternellement. Mais si tu t'es focalisé que sur toi-même, tu n'as pas grand-chose. Maintenant, pour les accompagnements, comme je dis souvent, les accompagnements à distance peuvent être limités, mais quand tu suis un processus, tu es capable d'arriver parce que, je prends un exemple, si j'accompagne quelqu'un qui est au Gabon ou en Guinée équatoriale, parce que j'ai un certain matériel, je te demande de mettre en application et je sais que ça va marcher, peu importe l'endroit où tu te trouves. Tu sais, Dieu a fait en sorte que cette terre, par la manière que tu fais quelque chose, on peut savoir si tu vas réussir ou pas. On n'a pas besoin d'être prophète. Je prends un exemple. Si tu vois un enfant qui va à l'école, après l'école, il étudie, il va jouer un peu, mais il est toujours en train d'étudier, à séduire, tu n'as pas besoin d'être prophète pour dire que si l'enfant la continue comme ça, il va réussir. De la même manière, tu vois une fille, par exemple, elle part d'homme en homme, elle n'est pas sérieuse. Tu n'as pas besoin de devenir prophète pour dire que si elle continue comme ça, elle peut attraper une maladie, elle peut tomber enceinte. Donc, la nature ne nous enseigne-t-elle pas qu'il y a certains principes que si tu mets en œuvre, tu vas réussir. Et donc, peu importe là où tu te trouves, que tu sois au Gabon, si je te donne certains principes et que tu appliques, tu vas réussir. Récemment, il y a une sœur, elle est ma grande sœur, elle avait un problème de procrastination. Donc, depuis des années, elle voulait faire le license en licence en real estate, d'habitation, on appelle comment? Real estate. C'est immobilier. L'immobilier. Elle voulait faire l'immobilier, mais elle était toujours dans la procrastination. Elle étudie aujourd'hui, après elle laisse pendant plus de 3-4 ans. Tu te rends compte? Maintenant, un jour, j'avais posté sur ma page, j'ai dit, pour des personnes qui veulent des accompagnements, pour des personnes qui veulent accomplir des choses, vous pouvez me contacter. Et elle m'a contacté en inbox, elle m'a dit, j'ai vu ce que tu as créé et c'est très important, j'aimerais que tu m'accompagnes dans certaines choses. Je lui ai demandé, est-ce que tu as des objectifs que tu as envie d'atteindre? Elle m'a dit, bon, je n'ai pas, mais il y a un objectif que je sais que je voulais toujours accomplir depuis les 5 dernières années. J'ai envie de gagner ma licence sur l'immobilier, en gestion immobilière. Mais je procrastine toujours et à chaque fois que je dois aller passer un examen, j'ai toujours peur que je vais échouer et tous les trucs comme ça.
Donc, rien que par ce qu'elle m'a donné, j'ai compris son problème. Ouais. J'ai compris que son problème, non seulement c'est la procrastination, il y a la peur de ne pas réussir, mais aussi il y a un système qu'elle n'a pas mis en place. Parce que ce qui te maintient, c'est le système. Ouais. Si tu dis tu fais des choses rien que occasionnellement, ça ne maintient pas. Mais le système, c'est un schedule, c'est un emploi du temps que tu dis aujourd'hui, voici ce que j'ai envie d'accomplir, demain, voici ce que j'ai envie d'accomplir. Je lui ai dit, je peux t'aider et je vais faire en sorte que tu gagnes ton examen. Elle m'a dit, OK. Donc, j'ai commencé à l'appeler chaque jour. J'ai dit, aujourd'hui, voici ce que je veux que tu accomplisses aujourd'hui et tu dois m'envoyer la preuve que tu as accompli ça aujourd'hui. Voici les livres que je veux que tu puisses lire. Je veux que tu lises ces 3 pages aujourd'hui. Si tu m'envoies pas ça aujourd'hui, je ne serai pas content avec toi. Donc, peu importe ce qui t'arrive dans cette journée, tu dois te rassurer d'accomplir ce que je t'ai envoyé. Au bout de 1, 2, 3 mois, elle a passé son examen. Quelque chose que pendant 5 ans, elle n'a pas réussi. Les livres qu'elle n'arrivait pas à lire, un livre en 2 ans, je l'ai fait lire tout ce livre en 2 mois. Donc, la distance pour moi n'est pas un blocage. C'est juste si tu veux respecter ce que je te donne. Il y a une autre petite que j'enseignais sur le public speaking parce que je fais aussi le public speaking, c'est-à-dire l'art de parler devant les gens. C'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas et c'est compréhensible. Et la majorité des personnes pensent que ça va juste venir. Ça prend aussi. Toute chose, ça prend. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'étais quelqu'un, quand j'étais à l'école, j'avais peur de parler. Même si j'avais la réponse, je n'arrivais pas à lever le doigt parce que j'avais peur que je vais rater. Donc, parler en public, c'est aussi quelque chose que j'enseigne aux gens. Et il y a récemment, une de mes élèves, je l'ai enseigné comment se tenir devant les gens. Elle devait faire une conférence. D'ailleurs, elle a tenu la conférence avec moi. Une conférence qu'on a eue à EAFS, on m'a demandé de l'enseigner et de faire en sorte qu'elle soit capable le jour J d'être sur le podium avec moi. Et au début, elle avait peur, mais je l'ai enseigné comment se tenir devant les gens, même si tu as peur et les gens ne sauront pas. Parce que ce que je dis souvent aux gens, c'est que parfois, en moi, je peux même trembler devant les gens, mais les gens ne le sauront jamais. Parce que la première chose que tu dois faire quand tu es devant les gens, tu dois t'arranger que ta voix ne tremble pas. Si tu peux faire que ta voix ne tremble pas, la deuxième chose, c'est ta posture. Une fois que tu te tiens devant les gens comme ça et ta voix ne tremble pas, ils pensent que tu es confident, même quand tu ne l'es pas. Et donc, il y a certaines astuces que je les données et elle a été excellente. Tu vois un peu, pour quelqu'un qui n'avait jamais fait ça, c'était sa première fois qu'elle se tient devant cette foule de personnes. Je l'ai enseigné étape par étape comment faire. L'une des choses que je lui ai aussi montré, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de te tromper. Et je lui ai pris des exemples où moi-même, qui suis dans le domaine, je me trompe encore. Après, je lui ai dit, peut-être que je vais même me tromper ce même jour. Ce que ça fait, quand tu montres ta vulnérabilité à certains de tes élèves, ça montre que tu n'es pas tout puissant. Tu vois un peu? Et ça fait en sorte que s'ils font des erreurs, ils vont dire, oh, mais même celui qui est au-dessus de nous fait les erreurs, donc c'est pas grave. Donc, je fais des accompagnements. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous voulez avoir la capacité de parler en public parce que le plus important, ce n'est pas d'avoir des bonnes idées, mais c'est la capacité à communiquer tes bonnes idées. Tu peux avoir les bonnes idées, mais si tu ne sais pas comment les communiquer, ça peut faire en sorte que tu sois dérouté. Parce que dans la communication, comme on le dit toujours, il y a un orateur et il y a l'audience. Je peux te dire quelque chose, mais toi, tu le reçois d'une manière différente. Pourquoi tu le reçois d'une manière différente? C'est peut-être parce que ma manière de communiquer, cette chose n'a pas été communiquée de la bonne manière. Donc, ce sont les accompagnements que je fais. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez laisser un message sur cette vidéo et Warren fera le plaisir de m'envoyer peut-être votre nom et vos objectifs. J'accompagne aussi les gens dans leurs objectifs. Si tu as des objectifs, tu as des choses que tu as toujours voulu accomplir, mais tu as toujours été limité, soit par la procrastination, tu ne sais pas comment commencer. On a pris, nous tous on est passés par là, on a pris des classes, on continue de prendre des classes, on assiste des podcasts là où ceux qui sont déjà au sommet, ils vous montrent comment faire, pourquoi vous vous sentez comme ça, pourquoi à un certain moment tu as envie de tout abandonner, pourquoi à un certain moment tu n'as même plus d'idées, pourquoi ils sont passés par là et ils nous ont transmis ça. Et notre objectif ici, c'est aussi de vous transmettre ça afin que vous aussi vous allez transmettre à d'autres. Très bien, très bien, très bien. Alors, est-ce qu'il y a au moins 5 livres que tu peux recommander aux gens? Ok, 5 livres que je peux recommander C'est-à-dire, ça peut être des livres africains ou bien peu importe. Bon, le numéro 1 des livres que je vais recommander, c'est The Power of Positive Thinking, la puissance de la manière de penser de Vincent Peale. Ça m'a vraiment aidé parce que en réalité, ta manière de penser va déterminer ce que tu peux faire. Si tu penses que tu n'es pas capable d'accomplir quelque chose, tu ne vas jamais l'accomplir. Tu as raison en fait. Et je pense que
Tu vas pas réussir. Tu as raison, en fait. Il dit, tu as raison. Parce que c'est ça, parce que toi, tu t'es déjà dit que je ne peux pas, en fait. Donc, tu as raison. Donc, du coup, tu as raison, en fait. Tu vois, un peu. Mais si tu te dis que je peux réussir à faire quelque chose, tu as aussi raison, man. Yes, wow, ça c'est une bonne manière de voir ça. Je n'avais pas vu ça hier. Donc effectivement, c'est. Oui, vas-y. Yeah, ça c'est l'un des livres que je recommande parce que ça te montre que c'est ta manière de penser d'abord qui détermine ce que tu peux faire ou ce que tu ne peux pas faire. Ouais. Je disais souvent à quelqu'un, la différence entre quelqu'un qui a un doctorat et quelqu'un qui a le CEP, c'est que quelqu'un qui a le doctorat, à cause de son diplôme, il croit qu'il peut appliquer pour ce genre de boulot. Il croit qu'il peut tout faire parce qu'il a le doctorat. Et donc, parce qu'il croit cela, c'est à cause de ce qu'il essaie certaines choses. Ouais. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas le diplôme, il se limite parce qu'il dit « Oh, je n'ai pas ça. » Et donc, il n'essaye pas des choses. Mais sauf que on a parfois vu ceux qui n'ont pas de diplôme accomplir des plus grandes choses par rapport à ceux qui ont. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que ce n'est pas parce que je n'ai pas ça que je ne suis pas capable de faire. Et donc, en réalité, le plus important, ce n'est pas le diplôme, mais le plus important, c'est la manière de penser. Et donc, dans ce livre de Vincent Peale, il va vous prendre des exemples des personnes qui ont réussi parce qu'ils étaient déterminés, des personnes qui ont réussi à cause de leur manière de penser. Ouais. Un autre livre que je suis même en train de relire en ce moment, Réfléchissez et devenez riche. De Napoléon Hill. C'est un livre vraiment qui va te booster. C'est-à-dire que ce livre-là va t'emmener à te surpasser. Ça va t'emmener à croire en toi et à essayer des choses. C'est un livre vraiment très pratique qui te donne même des exemples que bon, ce jour-là, je veux que tu pas essayer tel. Et ça fait en sorte que tu sois pratique. Parce que le plus important, souvent, on lit, après on met le livre à côté. Mais il y a certains livres qui te donnent des indications. Je veux que tu accomplisses tel aujourd'hui. Le livre de Myles Munroe, Discovering Your Kingdom, Discover Your Gift. C'est-à-dire, découvre ton don et ton talent et comment l'exploiter. C'est un autre livre que je recommande parce que dans ce livre-là, j'ai découvert en réalité qui je suis, ce que je dois accomplir, où je vais. Parce que le plus important, c'est vrai, on veut accomplir des choses ici-là, mais pourquoi on veut l'accomplir et la manière de les accomplir. D'autres livres que je peux recommander, ce sont plus des livres spirituels parce que ce sont le genre de livres, c'est les livres que je lis qui me développent personnellement, mais qui élève aussi mon niveau spirituel. Parce que je crois qu'à la fin de la journée, comme tu l'as dit, nous tous, on quitte d'ici, on va aller quelque part. Et comme tu connais là où tu vas aller, ça fait en sorte que ta manière de vivre ici sera alignée en fonction de certaines choses. Il y a certaines choses que tu vas dire, ça là, je ne peux pas faire. Peu importe ce qu'on me propose. Je prends par exemple mon exemple. Peu importe ce qu'on me propose, je ne peux pas, par exemple, sacrifier mon fils, sacrifier ma femme, ma mère, des trucs comme ça là. Peu importe. Et donc, il y a certains livres que quand tu lis, tu comprends qu'en réalité, c'est vrai qu'on est ici, mais en même temps, il y a des caractères que tu dois avoir. Donc, ce sont certains livres, ces livres-là que je peux vous recommander, qui vont vraiment vous aider sur votre manière de penser parce que de la manière que tu penses, c'est ce qui va déterminer ce que tu peux faire et ça va vous montrer des choses pratiques que vous pouvez mettre à application dès le premier jour que peu importe ton niveau, peu importe la somme d'argent que tu as dans ton compte parce qu'en réalité, penser, un pauvre pense. La même manière que Bill Gates, qui est milliardaire, pense, la même manière, un pauvre peut penser. C'est quelque chose qui nous est donné à tous, que ce soit la grand-mère au village, le président au palais. Nous tous, nous avons la capacité de penser et c'est gratuit. Alors, comprenez simplement que les deux derniers livres, allez lui poser la question directement. Il va vous donner les indications des deux derniers livres. Alors, Guy, vraiment, on est en train de terminer notre interview. Alors, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée? Bon, je pense que les questions, elles étaient très bonnes. Peut-être la question que j'aimerais peut-être avoir demandé, c'est les différents systèmes de management. OK. Donc, les différents systèmes de management ou encore la différence entre un manager et un leader. Parce que la majorité des temps, les gens pensent que parce que je suis un manager, que je suis un leader. Ou encore parce que j'occupe une certaine position, que je suis un leader. Mais ce n'est pas le cas. Un leader, c'est quelqu'un qui influence les autres d'une manière positive. Parce qu'il y a aussi des influences négatives. Un leader, c'est quelqu'un qui se focalise sur le bien-être des autres. Un leader, c'est quelqu'un qui veut que les gens immergent. Et l'une des caractéristiques du leader que moi j'aime beaucoup, c'est quelqu'un, comme tu as dit, qui pense au futur. C'est quelqu'un qui lay down his life. C'est quelqu'un qui laisse sa vie pour que les autres puissent immerger. Et donc, peu importe qui tu es,
tu es un leader. C'est-à-dire, peu importe qui tu es, le leadership, ce n'est pas réservé pour certaines personnes. C'est quelque chose, peut-être que j'aurais aimé vu cette question, c'est-à-dire, est-ce que le leadership, c'est pour certains et non pour autres? C'est pour tout le monde, sauf que chacun de nous est leader dans un domaine précis. Et le leadership fait en sorte que tu te découvres toi-même. Ouais. Plus tu te découvres, plus tu as la capacité de t'entretenir avec les autres. La dernière fois, je parlais des 4 lettres qu'on appelle le disque, des manières de penser, les manières d'agir. On a des personnes qui sont directes, ce sont des personnes qui sont à caractère fort. Ce sont des personnes, quand ils pensent quelque chose, ils te le disent. Peu importe de la manière que tu le reçois. Ce sont des gens, des leaders, je ne vais pas faire la politique, hein, comme Donald Trump, par exemple. Ce sont des personnes qui ne se retiennent pas, tu vois un peu. Ouais. Mais il y a d'autres leaders qui sont un peu réservés. Ils se disent, bon, il y a certaines choses que je ne peux pas dire en public. Ça là parce que X, ça là parce que Y. Et on a des leaders qui sont plus dans le travail, sur les tasks. Ça, on doit accomplir ça demain, à coûte que coûte. Donc, j'aimerais que vous sachiez que vous êtes tous des leaders. Ouais. Sauf que tu dois découvrir qui tu es. Plus tu te découvres, mieux tu te découvres, plus tu vas savoir comment servir ton don. Parce que si je sais, par exemple, moi, je suis un I. Les gens qui sont les I, I, c'est I. Les I personnalités, ce sont des personnes qui parlent moins, mais le jour qu'il y a une thématique qu'ils maîtrisent, il va parler beaucoup pour essayer d'expliquer. Ce sont des personnes influentes, mais qui sont focalisées sur les gens, pas trop sur la tâche, mais ils sont plus focalisés sur le développement des gens. Il peut par exemple te dire, on va finir cette tâche, mais le plus important pour moi, c'est d'abord que tu sois développé. Mais or que les gens qui sont D, le plus important, c'est d'abord finir la tâche, même si tu ne te développes pas. Donc, tu es un leader, qui que tu sois. Si tu es une mère, sache que le leadership en tant que mère, c'est que tes enfants doivent te voir comme un modèle. Si tu es un parent, si tu es un père, sache que le leadership, c'est que ta femme doit te voir comme un modèle, tes enfants doivent te voir comme un modèle. Si tu es un ministre, sache que le leadership à ton niveau, c'est que ceux qui sont en bas de toi doivent te voir comme un exemple. Et donc, en réalité, les actions que tu poses doivent être des actions que tu sais que tu aimerais que ceux qui sont en bas de toi puissent produire la même chose. Si tu sais que tu n'aimerais pas qu'on puisse voler ton argent, toi aussi ne vole pas l'argent de la population. Si tu sais, et c'est ce que je disais à quelqu'un, c'est que si on pouvait réellement avoir l'amour des autres, le véritable amour, il y a beaucoup de choses en leadership qu'on pouvait accomplir. Parce que quand quelqu'un vole, par exemple, entre parenthèses, il y a quelque chose qui s'est passé au Gabon, là où on dit que quelqu'un a pris les milliards, les trucs comme ça, là. C'est réellement penser à soi-même. Parce que si je pensais à Marc, je pensais à Jean, je veux construire des écoles. Au lieu de garder les 2 milliards là, je veux construire des hôpitaux pour que eux ne dorment pas au sol, etc. Donc, je pense que l'émission a été très bonne. Le leadership, j'espère que vous avez été édifiés. Tu es un leader, peu importe qui tu es, sache que tu influences au moins une personne. Même dans ton travail, ton collègue, il y a certaines choses qu'il te voit faire qui l'influencent. Que tu vas à l'école, il y a certaines choses que tu fais que tes camarades voient. C'est ça l'influence. Parce que Maxwell détermine le leadership comme étant l'influence que tu as sur les gens. Donc, peu importe qui tu es, il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui n'influence pas au moins 2, 3 personnes. Parce que tu vis dans une société et donc par ce que tu fais, quand quelqu'un regarde, il va déterminer si c'est une bonne chose ou pas. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de répéter ou c'est quelque chose que je ne veux pas répéter? Ta vie peut être 2 choses. Ça peut être soit a warning, on dit le warning, un avertissement, ou encore ça peut être un conseil. Donc, soit les gens vont dire, ne sois pas comme Jacques qui avait fait X ou Y, ça c'est un mauvais signe. Ou encore on va dire, est-ce que tu ne peux pas être comme Jacques qui avait fait des bonnes choses? Moi, je prie que ta vie soit le deuxième, c'est-à-dire tu es un signe pour des générations à venir, afin que notre pays, notre continent et même notre monde soit un monde meilleur. On a besoin des vrais leaders. Ok. Guy, merci. Merci.